Désherber un maïs est indispensable pour maintenir le potentiel de rendement de la culture en limitant la concurrence des mauvaises herbes. Mais c'est aussi nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire de la récolte et éviter la prolifération d'adventices toxiques. Désherber permet également de maintenir la valeur patrimoniale de la parcelle en contenant le stock semencier à un niveau compatible avec la production de grandes cultures. Ainsi, la gestion de la flore se raisonne donc à la parcelle avant d'être gérée à la culture. Et c'est le principe même de la protection intégrée des cultures, qui passe par différentes étapes, dont la prophylaxie, qui consiste à choisir le système de culture adapté à la situation locale, mais aussi la mise en œuvre des leviers agronomiques pertinents, tels que le travail du sol par exemple, pour en finir avec le contrôle de la flore en culture, avec les différents outils disponibles, qu'ils soient mécaniques ou chimiques. Mais les évolutions de la réglementation et la demande sociétale obligent les agriculteurs à limiter le recours au désherbage chimique, pourtant indispensable dans cette protection intégrée. En tant qu'institut technique, il est de notre responsabilité de chercher à combiner tous ces éléments pour trouver les solutions de demain. Et une des pistes à explorer est de limiter l'emploi des solutions chimiques aux zones de la parcelle où elles sont réellement indispensables. Et pour ça, nous étudions par exemple le désherbage racinaire localisé sur le rang de culture, qui permet d'assurer une protection précoce du maïs, mais nous travaillons également à la mise au point de techniques de désherbage ciblées au plus près des adventices, ce qui consiste schématiquement à repérer les adventices sur la parcelle à l'aide de capteurs et à cibler la pulvérisation sur ces adventices repérés. C'est l'étude du désherbage ciblé que nous allons détailler ici. Alors, reprenons depuis le début. La première étape est donc de repérer les adventices à l'aide de capteurs qui vont être transportés par des vecteurs. À la Digiferm de Saint-Hilaire-en-Wavre, les associations de capteurs et de vecteurs sont étudiées pour optimiser ce repérage. Donc pour la partie capteurs, en agriculture, on utilise souvent des capteurs pour acquérir des images. Donc il y a deux grands types de capteurs. On va retrouver la première catégorie, c'est les capteurs qui travaillent dans le visible, c'est-à-dire RGB, rouge, vert et bleu, qui va avoir souvent une résolution beaucoup plus élevée pour notamment faire fonctionner des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces algorithmes vont servir à reconnaître des éléments spécifiques dans ces images, notamment des feuilles, des épis, des tiges, ou même globalement la plante d'intérêt et puis les plantes type adventice. Par contre, qui dit on va dire résolution plus élevée, dit aussi temps de traitement plus élevé. Sur la deuxième catégorie, on va retrouver des capteurs qui travaillent dans des longueurs d'onde spécifiques qu'on appelle multispectraux et qui eux vont permettre par exemple d'estimer la biomasse du couvert, c'est notamment le fameux indicateur NDVI. Donc les capteurs sont transportés par des vecteurs qui vont aussi contraindre en fait, les données de sortie de ces capteurs. Par exemple, les satellites transportent des capteurs qui vont permettre d'avoir une vision globale de la parcelle sans avoir à se déplacer. Mais par contre, on va être obligé d'attendre 5 jours, le temps que le satellite fasse le tour de la planète pour revenir au même endroit et reprendre une image. Et on a également une résolution beaucoup plus faible avec des pixels de l'ordre d'une dizaine de mètres. Donc tout à fait convenable pour caractériser l'état nutritionnel de la plante, mais beaucoup moins pour détecter des adventices. Pour caractériser les adventices, on va plutôt utiliser des tracteurs ou des drones qui vont être beaucoup plus près du couvert et donc avoir une résolution beaucoup plus importante. Par contre, l'inconvénient pour les tracteurs, c'est qu'on va être obligé de passer, mais on peut coupler ça à d'autres interventions. Et pour les drones, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir une autorisation de vol ou faire appel à une prestation et également faire attention à la précision absolue des images qui ont pu être acquises. A priori, pour la détection d'adventices, les couples intéressants, c'est les couples capteurs RGB avec soit un tracteur ou un drone. Par contre, dans les deux cas, on va avoir un souci sur la gestion des flux d'informations importants pour pouvoir analyser ces informations, générer des cartes et que derrière, ces cartes interagissent avec le matériel d'intervention type pulvérisateur. Un processus en 3 étapes qui commence donc par l'acquisition de données au champ. Sur la Digiferm de Saint-Hilaire, nous avons testé un capteur RGB placé sur une rampe à l'avant d'un tracteur, comme celui qui est derrière moi. Il suffit de passer dans la parcelle avec le tracteur. Les capteurs situés à l'avant, sur la rampe, vont détecter les adventices, quelles qu'elles soient. Donc si je sélectionne l'algorithme chardon, les capteurs vont repérer tous les chardons de la parcelle. On peut aussi sélectionner d'autres algorithmes pour repérer toutes les adventices de la parcelle. Ce choix se fait en fonction du besoin de l'agriculteur. Dans les bureaux de la Digiferm, les données acquises au champ vont être traitées par ordinateur pour obtenir une carte de préconisation pour le pulvérisateur.
Nous avons importé donc la carte que nous avons fait tout à l'heure dans le tracteur sur l'ordinateur. Donc sur cette carte, lorsque l'on zoome, on voit des pixels noirs. Ces pixels correspondent en fait aux zones qui ont été détectées avec des adventices. C'est un pixel qui a un côté de 20 cm par 20 cm. À l'opposé, à côté, vous avez des pixels blancs qui correspondent, elles, aux zones où aucune adventice n'a été détectée. Donc pour passer cette carte dans le pulvérisateur, on va attribuer une dose à chacun des pixels. Les pixels avec des adventices, donc les pixels noirs, on va attribuer une dose de 100 ou 200 litres hectares selon les bus que l'on utilise, alors que sur les pixels blancs, on va attribuer une dose de 0 litres hectare. Et c'est le pulvérisateur, lorsque le tronçon va passer au-dessus de la zone noire, ici, les tronçons vont s'ouvrir et vont apporter la dose de 100 ou 200 litres hectares et ils vont se fermer quand ils vont passer au-dessus des zones où on a indiqué 0 litres hectare. Nous avons mis cette carte dans un pulvérisateur de chez Technoma, un Maxis, équipé d'une rampe de 24 mètres avec des tronçons de 2 mètres. Cette carte, c'est la même que nous venons de faire, c'est-à-dire qu'elle a des zones avec des adventices et des zones sans adventices. L'objectif est donc que le pulvérisateur n'ouvre la buse que lorsqu'elle est au-dessus d'une zone avec des adventices. Pour valider que les tronçons s'ouvrent bien au bon endroit, nous avons installé des capteurs de pression sur chacun des tronçons. Ce capteur de pression enregistre des données toutes les 0,2 secondes et permet de savoir si la buse est ouverte ou fermée. On s'aperçoit que les buses sont bien ouvertes là où la carte de préconisation l'avait demandé, c'est-à-dire que là où il y a des adventices, les buses sont bien ouvertes. Sur l'ensemble des parcelles où nous avons fait l'exercice, nous avons vu une économie de produit très importante puisqu'elle allait de l'ordre de 78 jusqu'à 97%. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 3% à 22% de la surface de la parcelle qui a réellement été traitée, c'est-à-dire qu'il n'y avait que cette surface qui était recouverte par des chardons et qui avait besoin d'être traitée. Cette technique a donc un potentiel énorme. Le gain potentiel de produit sur une parcelle est fonction de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la taille des tâches et leur répartition dans la parcelle, puisqu'en effet, un tronçon ne peut pas retraduire exactement un rond, il fait un rectangle. Donc plus la tâche sera grosse et mieux il arrivera à la respecter. C'est pour ça que les chardons sont plutôt bien adaptés puisqu'ils se développent en rond. Le deuxième facteur qui va influencer le gain potentiel, c'est la taille du tronçon présent sur le pulvérisateur. Par exemple, avec un tronçon de 2 mètres, si je ne pulvérise que sur 10% de la surface de la parcelle, je vais passer à 12% avec un tronçon de 4 mètres. Ça veut dire qu'en doublant la taille du tronçon, je perds 2% d'économie de produit. À l'heure actuelle, nous travaillons en 2 temps. Donc dans un premier temps, la détection des adventices et dans un second temps, l'application avec la mise de la carte dans le tracteur. Les constructeurs travaillent à l'heure actuelle sur une solution en temps réel. Ça reste compliqué puisqu'on travaille sur des capteurs RGB, donc rouge, vert, bleu, qui procurent des cartes relativement lourdes et le temps de traiter, le temps que l'algorithme traite ces cartes, l'automoteur ou le pulvérisateur va encore trop vite. Ces technologies sont donc en plein développement et si elles s'appliquent au désherbage des parcelles de grandes cultures, des solutions vont émerger à l'avenir pour aider les agriculteurs dans d'autres tâches. Alors en grande culture, on constate de plus en plus d'automatisation dans les interventions. Ça a été le cas déjà avec l'autoguidage qui existe depuis une vingtaine d'années et maintenant c'est de plus en plus le cas avec la robotique qui existe dans certaines filières agricoles et qui commence à arriver en grande culture, dans les filières de grande culture. Et en élevage, on a également de l'automatisation dans les bâtiments qui existe depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui elle commence à s'exporter au niveau du pâturage. Alors dans le cadre de la Digiferme de Saint-Hilaire, nous évaluons une technologie qui permet cette automatisation du pâturage avec des animaux qui sont équipés de colliers géolocalisant l'animal et l'agriculteur va sur son smartphone délimiter les contours de pâturage et l'animal sera averti lorsqu'il approche d'une limite par un stimuli sonore. Et donc ça permet d'éviter de mettre en place des clôtures et de davantage optimiser le pâturage tournant dynamique. On voit bien que l'évolution numérique concerne également l'agriculture comme tout autre secteur économique et que l'agriculteur a de plus en plus à disposition ces nouvelles technologies pour améliorer son métier.